Larry. Une Marseillaise chantée dans le calme par des milliers de gilets jaunes. Un moment à l'image de cette journée de manifestation à Paris. Pour éviter les débordements, les gilets jaunes ont mis en place un service d'ordre. Allez, on va là-bas! Ces hommes avec un brassard blanc sont là pour s'assurer que les autres suivent le parcours de la manifestation. Mais certains sont réfractaires. Ouais. Mais non, on rentre pas dans le système, mais non. Le but, c'est que la manif fasse jusqu'au bout, pas qu'elle s'arrête au milieu. Il y a des gens qui sont têtus. Qui sont têtus, ils veulent avancer devant, ils ne comprennent pas que dans des manifestations, il y a des responsables pour déposer des choses en préfecture et qu'on est obligé d'avoir un encadrage spécifique. Cette fois-ci à Paris, 4 rassemblements ont été déclarés en préfecture. Le plus gros cortège est parti de Bercy. Les manifestants ont fait plusieurs kilomètres avant d'arriver place de l'Étoile. 8000 personnes selon la préfecture de police contre 3000 samedi dernier. Plus de monde, mais moins de violence, même si en fin de journée, quelques heurts ont éclaté. Aujourd'hui, le dispositif de sécurité a mieux fonctionné. Les gilets jaunes sont bloqués en haut des Champs-Élysées. Impossible pour eux de sortir. Chaque avenue autour de l'Arc de Triomphe est bloquée par les policiers et les gendarmes. On devait finir la manif à 17 h ici. Et là, apparemment, on a été nassés d'un peu partout. On ne peut plus sortir. À chaque fois qu'on vient, on espère que ça se passera bien. Et au final, c'est toujours en fin d'après-midi qui tire. Vers 19 h, les derniers gilets jaunes ont été évacués de la place par les forces de l'ordre. Ce soir, la circulation a repris autour de l'Arc de Triomphe. Et on va justement faire le point avec Claire Sergent qui est sur les Champs-Élysées. Claire, un samedi plus apaisé que la semaine dernière, mais à la clé malgré tout, plus d'une centaine d'individus ont été interpellés, notamment pour port d'armes, et une partie d'entre eux ont été placés en garde à vue. Effectivement, depuis ce matin, 129 personnes ont été interpellées et 74 placées en garde à vue. Ici, avenue des Champs-Élysées et tout autour de la place de l'Étoile, le calme est revenu, la circulation est rouverte. Les manifestants ont été dispersés peu après 18 h, relativement rapidement et dans le calme, malgré des heurts. Cet après-midi, 24 personnes ont été blessées, dont 2 gravement. Parmi ces blessés graves, il y a un membre des forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité aujourd'hui était très important. Vous pouvez apercevoir encore sur ma droite des cars de CRS encore présents sur l'avenue des Champs-Élysées. Merci beaucoup Claire. Ces dernières heures ont une nouvelle fois été marquées par des actions contre la liberté de la presse. Des gilets jaunes ont bloqué un dépôt de la Voie du Nord à Anzin, empêchant la distribution de 20 000 exemplaires du journal. Situation identique dans le centre d'impression de Lyon Républicaine à Auxerre. Et puis, une nouvelle fois, plusieurs équipes de journalistes ont été prises à partie. Ce fut le cas à Bourges pour nos confrères de France 3 et à Rouen pour une équipe de LCI, comme vous le voyez sur ces images. L'agent de sécurité qui les accompagnait a été roué de coups. Il a dû être transporté à l'hôpital. Cette crise que nous traversons a mis en lumière une nouvelle fois que les réseaux sociaux sont dramatiquement devenus une caisse de résonance de multiples fausses informations, souvent édifiantes et largement relayées. Idem pour les thèses complotistes. Les dernières en date ont entouré l'attentat de Strasbourg ou encore l'explosion aujourd'hui même dans le 9e arrondissement de Paris. Aux États-Unis, certains revendiquent même être des fabricants de fake news, de fausses informations. C'est le cas pour des sites internet et les complotistes ont également désormais leur émission de télévision. Enquête signée Agnès Varamian avec Fabien Fougère. Dans une maison de la banlieue de Pittsburgh, voici l'un des plus actifs fabricants de fausses nouvelles d'Amérique. John Prager, 36 ans. Son outil de travail, un ordinateur. Sa dernière publication, l'aîné des Obama a été arrêté en possession de drogue. Voici comment est né l'idée. Je regardais le site de Fox News et dans les commentaires, quelqu'un a dit « Malia, elle rentre uniquement à Chicago pour aller chercher sa drogue ». Et voilà, l'histoire était née. Un texte comme un vrai article, une photo truquée et c'est fait. Là, c'était l'original et voici la nouvelle. Le site de John Prager se veut satirique, mais 2,5 millions de personnes ont partagé ce qu'ils ont cru être une information fiable. Chaque jour aux États-Unis, des dizaines de fake news, comme on les appelle, apparaissent sur Internet. Parmi les plus partagés, le pape soutient Donald Trump pour son élection. Faux. Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Faux. Hillary Clinton fait partie d'un réseau pédophile. Une fake news, évidemment.
Et c'est en politique qu'il y en a le plus. Depuis le Texas, voici Alex Jones. Son show s'appelle « Les guerres de l'info ». Son site a 2,5 millions d'abonnés. C'est un complotiste. Dans cette vidéo, il dissèque le certificat de naissance de Barack Obama. Tout est faux. Les chiffres ne correspondent même pas. Ils ont rajouté plein d'éléments. Ils sont complètement fous. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Son objectif, prouver que Barack Obama n'est pas né en Amérique, qu'il ne peut pas être président. Alex Jones est aussi l'auteur d'une fausse nouvelle appelée le Pizzagate, un soi-disant trafic d'enfants dans une pizzeria de Washington couvert par Hillary Clinton. Allez sur mon site pour voir les photos et les vidéos de ce qui se passe là-bas. Un de ses auditeurs ira tirer des coups de feu devant le restaurant sans faire de blessés. Pour ce journaliste du Washington Post, la loi américaine protège Alex Jones. La liberté d'expression, telle que définie par le premier amendement, dit qu'il ne peut pas y avoir de loi qui restreigne la liberté de parler, y compris quand il s'agit de fausses informations. Avec son show, Alex Jones gagne beaucoup d'argent. Il a aussi des motivations politiques. Merci Donald d'être venu. Merci Alex, vous avez une formidable réputation. Pendant la campagne de 2016, Alex Jones invite Donald Trump qui relaye, lui, les fake news d'Alex Jones. Donald Trump voulait que ceux qui écoutent Alex Jones votent pour lui. Il ne voulait pas se couper de cette frange de la société. Alex Jones n'a jamais fabriqué une seule fausse information sur Donald Trump. Comment contrer les fake news ? Aux États-Unis, voici la plus diffusée pendant l'élection présidentielle. Le pape François censé soutenir Donald Trump. 1 million de partages sur Facebook. Facebook, mise en cause, et dont le patron a pris des engagements. Celui d'envoyer des avertissements aux internautes qui reçoivent des fake news. Ici, à Washington, des vérificateurs sont chargés de repérer les fausses nouvelles pour le compte du réseau social. Les gens reçoivent un avertissement qui leur dit « Êtes-vous sûr vraiment de vouloir partager ce message ?» Et après 3 jours, on voit que le partage de ces fausses nouvelles chute de 80%. Est-ce que ça résout le problème ? Non, mais ça contribue à le réduire. Les fake news ont-elles aidé à l'élection de Donald Trump ou bien simplement conforté les électeurs dans leur choix ? Ici, aux États-Unis, aucune étude sérieuse ne tranche le débat. On reste aux États-Unis. Avec cette affaire, une adolescente de 13 ans a réussi à échapper à son ravisseur après 88 jours de captivité. La police a rapidement interpellé un homme soupçonné d'avoir assassiné les parents de l'enfant. Laurent Hakim. Bienvenue à la maison, Jamie. La petite ville de Barron, dans le nord-est des États-Unis, salue le retour de l'adolescente de 13 ans, qualifiée d'héroïne. Après 88 jours de calvaire, Jamie Kloss est parvenu à fausser compagnie à son tortionnaire, un homme de 21 ans qui l'avait kidnappé. La jeune otage a profité de l'absence du suspect pour s'échapper de la maison où elle était détenue. Ce sont des voisins qui l'ont recueillie, en état de choc. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas eu le droit de se laver. Elle avait des vêtements sales, ses cheveux étaient emmêlés. Moi, je n'imaginais même pas qu'elle était encore vivante. En octobre dernier, des battues avaient été organisées pour retrouver Jamie. Une récompense de 50 000 $ avait même été offerte pour toute information utile. Pour la kidnapper, son ravisseur aurait défoncé la porte de la maison de Jamie avant d'assassiner ses parents. Il aurait depuis séquestré la jeune fille à une centaine de kilomètres de là. Pour l'heure, la police n'a pas établi de lien entre le ravisseur et la famille de l'otage. À l'heure qu'il est, rien n'indique que le suspect connaissait qui que ce soit au sein de la famille Kloss, ni qu'il ait eu, à un moment ou à un autre, des contacts avec cette famille. Le suspect, Jake Thomas Patterson, arrêté juste après l'évasion de son otage, sera présenté lundi à un juge en vue de son inculpation pour enlèvement et double meurtre. Une image maintenant, 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la Chine a envoyé un engin pour la première fois sur la face cachée du satellite de la Terre, un module qui a permis la diffusion de ces images panoramiques à 360 degrés qui montrent cette surface lunaire grise. La mission va désormais aborder l'étape d'exploration scientifique du site. On revient